Ah, vous êtes encore là. Quel plaisir de vous retrouver et de vous emmener avec moi dans des paradis artificiels. Partir en voyage avec Charles Baudelaire. Et oui, 1860. C'est un roman très particulier puisque nous découvrons avec lui et grâce à lui les vices et les vertus de ces drogues qu'il a consommées. On s'en doute bien, du hashish, de l'opium et du vin. Bon, on ne lui en tiendra pas rigueur, surtout qu'il nous a laissé une œuvre vraiment très très belle. Je vous invite à revoir les parties de lecture. Si vous les avez loupées, elles sont disponibles sur le site internet de D8. Dans la partie divertissement, voyage au bout de la nuit, vous allez pouvoir revoir, partager sur les réseaux sociaux les parties de lecture qui vous ont le plus plu. Et puis, nous, on va partir là tout de suite maintenant. On va aller au bout de ces comment dirais-je, de ces tortures de l'opium, voilà, puisque nous sommes dans ce chapitre intitulé les tortures de l'opium, et j'espère retrouver ma page puisque je viens de la perdre. Alors, nous en étions où? Nous en étions donc, waouh, page 219, j'ai beaucoup de chance. On se retrouve à la fin de cette émission et je vous souhaite à tous un très bon voyage, une très belle lecture. Les Anglais eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas été nourris dans la connaissance de pareilles institutions, ne peuvent s'empêcher de frissonner devant la mystique subtilité de ces castes qui ont suivi chacune un cours à part et ont été refusées de mêler leurs os dans leur période de temps immémorial. Aucun homme ne peut être pénétré de respect par les noms de Gange ou de l'Euphrate. Ce qui ajoute beaucoup à de tels sentiments, c'est que l'Asie méridionale a été, depuis des milliers d'années, la partie de la Terre la plus fourmiliante de la vie humaine, la grande officina gentilhomme. L'homme dans ces contrées pousse comme l'herbe. Ces vastes empires dans lesquels a toujours été moulée la population énorme de l'Asie ajoutent une grandeur de plus de sentiments de comportement, des images, les noms orientaux. En Chine, surtout négligeant ce qu'elle a de commun avec le reste de l'Asie méridionale, je suis terrifiée par les modes de vie, par les usages, par une répugnance absolue, par une barrière de sentiments qui nous sépare d'elle et qui sont trop profonds pour être analysés. Je trouverais plus commode de vivre avec des lunatiques ou vivre avec des brutes. Il faut que le lecteur, dans toutes ses idées et dans bien d'autres encore, je ne puis dire que je n'ai pas eu le temps d'exprimer, pour comprendre toute l'horreur qu'imprimaient dans mon esprit ces rêveries d'imageries orientales et de tortures mythologiques. Sous les deux conditions connexes de chaleur tropicale et de lumière verticale, je ramassais toutes les créatures. Oiseaux, bêtes, reptiles, plantes, arbres, usages et spectacles que l'on trouve communément dans la région des tropiques et que j'ai été pêle-mêle en Chine et en l'Hindoustan. Par un sentiment analogue, je m'emparais de l'Égypte, de tous ses dieux, et je fais entrer sous la même loi des singes, des perroquets, des cacatoès, et ils me regardaient fixement, me huaient, me faisaient la grimace ou jacassaient sur mon compte. Et je me sauvais dans ces pagodes. J'étais pendant des siècles fixée au sommet ou fermée dans les chambres secrètes. Et j'étais l'idole, j'étais le prêtre, j'étais adorée, j'étais sacrifiée. Je fuyais la colère de Brahma à travers toutes les forêts de l'Asie. Vishnu me haïssait, Shiva me tendait une embûche, et je tombais soudainement chez Isis et Osiris. J'avais fait quelque chose, disait-on, j'avais commis un crime qui faisait frémir l'ibis et le crocodile. J'étais donc ensevelie pendant un millier d'années dans des bières de pierre, avec des momies, des sphinx, dans des cellules étroites, au cœur des éternelles pyramides, et j'étais baisée par des crocodiles aux baisers cancéreux. Et je gisais confondue avec une foule de choses inexprimables et visqueuses parmi les boues et les roseaux du Nil. Je donne ainsi au lecteur
Un léger extrait de mes rêves orientaux, dont les monstrueux théâtres me remplissaient toujours d'une telle stupéfaction d'horreur, et que l'horreur elle-même y semblait pendant que le temps absorbé, mais tôt ou tard se produisait un reflux de sentiments où l'étonnement à son tour était englouti qui me livrait non pas tant la terreur qu'à une sorte de haine et d'abomination pour tout ce que je voyais. Sur chaque être, sur chaque forme, sur chaque menace, punition, incarcération ténébreuse, planait un sentiment d'éternité et d'infini qui me causait l'angoisse et l'oppression de la folie. Ce n'était que dans ces rêves-là, sauf une ou deux légères exceptions, qu'entraînaient les circonstances de l'horreur physique. Mes terreurs jusqu'alors n'avaient été que morales et spirituelles, mais ici les agents principaux étaient les hideux oiseaux, les serpents ou les crocodiles, principalement ces derniers. Le crocodile maudit devint pour moi l'objet de plus d'horreur que presque tous les autres. J'étais forcée de vivre avec lui. Hélas, c'était jour ainsi dans mes rêves. Et pendant des siècles, je m'échappais quelquefois et je me trouvais dans des maisons chinoises meublées de tables en roseau. Tous les pieds, les tables des canapés semblaient douées de vie. L'abominable tête de crocodile avec ses petits yeux obliques me regardait partout, de tous côtés, multipliés par des répétitions innombrables que je restais là, plein de terreur, d'horreur, et fasciné. Et ce hideux reptile hantait si souvent mon sommeil que, bien des fois, le même rêve a été interrompu de la même façon. J'entendais de douces voix qui me parlaient. J'entends tout, même quand je suis assoupie. Et immédiatement, je m'éveillais. Il était grand jour, plein midi. Mes enfants se tenaient debout, la main dans la main, à côté de mon lit. Ils venaient me montrer leurs souliers de couleur, leurs habits neufs, me faire admirer leur toilette avant d'aller à la promenade. J'affirme que la transition du maudit crocodile et des rêves monstres et inexprimables avortons de mes rêves à ces innocentes créatures, à cette simple enfance humaine, était si terrible que, dans la puissante et soudaine révulsion de mon esprit, je pleurais. Je pleurais sans pouvoir m'empêcher en baisant leur visage. Le lecteur attend peut-être cette galerie d'impressions anciennes répercutées sur le sommeil, la figure mélancolique de la pauvre Anne. À son tour, la voici. L'auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers est généralement la contemplation de la mort affecte bien plus notre âme pendant l'été que pendant les autres saisons de l'année. Le ciel y paraît plus élevé, plus lointain, plus infini. Les nuages par lesquels l'œil apprécie la distance du pavillon céleste, ils sont plus volumineux et acculés par masses plus vastes, plus solides. La lumière et les spectacles du soleil à son déclin sont plus en accord avec le caractère de l'infini. La principale raison, c'est que la prodigalité exubérante de la vie estivale fait un contraste plus violent avec la stérilité glacée du tombeau. D'ailleurs, deux idées qui sont en rapport d'antagonisme s'appellent réciproquement, et l'une suggère l'autre. Aussi, l'auteur nous avoue que dans les interminables journées d'été, il lui est difficile de ne pas penser à la mort. Et l'idée de la mort d'une personne connue ou chérie assiège son esprit plus obstinément pendant la saison splendide. Il lui sembla un jour qu'il était debout à la porte de son cottage, c'était dans son rêve, un dimanche matin du mois de mai, un dimanche de Pâques, ce qui ne contredirait en rien l'almanach des rêves. Et devant lui s'étendait le paysage connu, mais agrandi, mais solennisé par la magie du sommeil. Les montagnes étaient plus élevées que les Alpes, les prairies et les bois situés à leurs pieds infiniment plus étendus, les haies parées de roses blanches. Et comme c'était le fort grand matin, aucune créature vivante ne se faisait voir, excepté des bestiaux qui reposaient dans le cimetière sur les tombes verdoyantes, et particulièrement autour de la sépulture d'un enfant,
qu'il avait tendrement chéri, cet enfant, avait été réellement enseveli en cet été. Un matin, avant de se lever au soleil, l'auteur avait réellement vu ces animaux se reposer auprès de cette tombe. Et il se dit alors, il y a encore assez longtemps à attendre avant le lever du soleil. Et c'est aujourd'hui, dimanche de Pâques, c'est le jour où l'on célèbre les premiers fruits de la résurrection. J'irai me promener dehors. J'oublierai aujourd'hui mes vieilles peines. L'air est frais et calme, les montagnes sont hautes, s'étendent loin vers le ciel, les clairières de la forêt sont aussi paisibles que le cimetière, la rosée lavera la fièvre de mon front, et ainsi je cesserai enfin d'être malheureux. Et il allait ouvrir la porte du jardin dans le paysage à gauche, se transforma. C'était bien toujours un dimanche de Pâques, le grand matin. Mais le décor était devenu oriental. Les coupoles et les dômes d'une grande cité dentelée vaguement d'horizon, peut-être était-ce le souvenir de quelque image d'une Bible contemplée de l'enfance, non loin de lui, sur une pierre et ombragée par les palmiers de Judée, une femme était assise. C'était Anne. Elle tint ses yeux fixés sur moi avec un regard intense et je lui dis à la longue « Je vous ai enfin retrouvé ». J'attendais, mais elle ne répondait pas un mot. Son visage était le même que quand je le vis pour la dernière fois, et pourtant, combien il était différent. 17 ans auparavant, quand la lueur du réverbère retombait sur son visage, quand pour la dernière fois je baisais ses lèvres, tes lèvres, Anne, qui, pour moi, ne portaient aucune souillure, ses yeux ruisselaient de larmes. Mais ces larmes étaient maintenant séchée. Elle semblait plus belle qu'elle n'était à l'époque, mais d'ailleurs en tout point la même, et elle n'avait pas vieilli. Ses regards étaient tranquilles, mais doués d'une singulière sonorité d'expression, et je la contemplais alors avec une espèce de crainte. Et tout à coup, sa physionomie s'obscurcit, me tournant du côté des montagnes, et j'aperçus les vapeurs qui roulaient entre nous. En un instant, tout s'était évanoui. D'épaisses ténèbres arrivèrent, et en un clin d'œil, je me trouvais loin, bien loin des montagnes, me promenant avec Anne à la lueur des réverbères d'Oxford Street. Jusque devant nous, nous nous promenions 17 ans auparavant, quand nous étions, elle et moi, encore que 2 enfants. L'auteur cite encore un spécimen dans ses conceptions morbides de ce dernier rêve, qui date de 1820, et d'autant plus terrible qu'il est plus vague, une nature plus insaisissable, et que tout pénétré qu'il soit d'un sentiment poignant, et se présente dans le décor mouvant, élastique de l'infini. Je désespère de rendre convenable la magie du style anglais. Le rêve commençait par une musique que j'entends souvent dans mes rêves, une musique préparatoire, propre à réveiller l'esprit et à le tenir en suspens. Une musique semblable à l'ouverture du service du couronnement et qui, comme celle-ci, donnait l'impression d'une vaste marche, d'une défilade infinie de cavalerie, d'un piétinement d'armées innombrables. Et le matin, un jour solennel était arrivé, un jour de crise, d'espérance finale pour la nature humaine, subissant alors quelques mystérieuses éclipses et travaillé par quelques angoisses redoutables, quelque part, je ne sais pas où, d'une manière ou d'une autre, je ne savais pas comment, par n'importe quel être, je ne connaissais pas, une bataille, une lutte était livrée, une agonie était subie, qui se développait comme une grande drame, un morceau de musique. Et la sympathie dont je ressentais, je me souvenais d'un supplice à cause de mon incertitude du lieu, de la cause, de la nature, du résultat du possible de l'affaire. Et ainsi qu'il arrive ordinaire dans les rêves où nécessairement nous faisons de nous-mêmes le centre de tout mouvement, j'avais le pouvoir. Et cependant, je n'avais pas le pouvoir de la décider. J'avais la puissance, pourvu que je ne puisse me hausser jusqu'à la vouloir, et néanmoins, je n'avais pas cette puissance à cause que j'étais accablée
sous le poids de vins atlantiques ou sous l'oppression d'un crime inexplicable. Plus profondément que jamais, il est descendu le plomb de la sonde et je gisais, immobile, inerte. Alors, comme un cœur, la passion prenait un son plus profond. Un très grand intérêt était en jeu, une cause plus importante que jamais n'en plaida l'épée ou n'en proclama la trompette, puis arrivaient de soudaines alarmes, çà et là, des pas précipités, des épouvantes fugitives innombrables. Je ne savais pas s'ils venaient de la bonne cause ou de la mauvaise. Ténèbres et lumière, tempêtes et phases humaines. Et à la fin, avec le sentiment que tout était perdu, il paraissait des formes de femmes, des visages que j'aurais voulu reconnaître au prix du monde entier et que je pouvais entrevoir qu'un seul instant. Et puis des mains crispées, des séparations à déchirer, le cœur et puis des adieux éternels. Et un soupir comme celui que soupirèrent les cavernes de l'enfer, comme la mer incestueuse proféra le nom imboré de la mort. Le son était répercuté. Adieu éternel. Et puis encore l'écho, en écho répercuté. Adieu éternel. Et je m'éveillai avec des convulsions et je criai à haute voix, « Oh non, non, je ne veux plus dormir. » Continuons avec le chapitre 5 de cette deuxième partie, intitulé « Un faux dénouement ». De Quincey a singulièrement écourté la fin de son livre. Tel, du moins qu'il parut primitivement, je me rappelle que la première fois que je le lus, il y a de cela des années, je ne connaissais pas la deuxième partie, qui d'ailleurs n'avait pas paru. Et je me disais de temps à autre quel peut être le dénouement d'un pareil livre. La mort? La folie? Mais l'auteur, parlant sans cesse de son nom, en son nom personnel, est resté évidemment dans un état de santé qui n'a pas été tout à fait excellent, on s'en doute bien. Et il lui permet néanmoins de livrer un travail littéraire. Ce qui me paraissait le plus probable, eh bien, c'était le statu quo. C'était qu'il s'accoutumât à ses douleurs et qu'il prit son parti sur les effets redoutables de sa bizarre hygiène. Et enfin, je me disais, Robinson peut à la fin sortir de son île. Un navire peut aborder à un rivage, si inconnu qu'il soit, et en ramener l'exilé solitaire. Mais quel homme peut sortir de l'empire de l'opium ? Ainsi continuai-je en moi-même ce livre singulier, confession véridique ou pure conception de l'esprit, cette dernière hypothèse étant tout à fait improbable à cause de l'atmosphère de vérité qui plane sur tout l'ensemble et de l'accent inimitable de la sincérité qui accompagne chaque détail. Un livre sans dénouement. Il y a évidemment des livres, comme des aventures sans dénouement. Il y a des situations éternelles et tout ce qui a rapport à l'irrémédiable, à l'irréparable, entre cette catégorie, mais cependant, je me souvenais que ce mangeur d'opium avait annoncé quelque part au commencement qu'il avait réussi, finalement, à dénouer, anneau par anneau, la chaîne maudite qui liait tout son être. Donc tout le dénouement était pour moi tout à fait inattendu. Et j'avouerai franchement que quand je le connus, malgré tout son appareil de minutieuse vraisemblance, je m'en défiais instinctivement. J'ignore si le lecteur partagera mon impression à cet égard, mais je dirais que la manière subtile, ingénieuse par laquelle l'infortuné sort du labyrinthe enchanté, il s'est perdu par sa faute, me parut une invention en faveur d'un certain Kant britannique, un sacrifice où la vérité était immolée en l'honneur de la pudeur et des préjugés publics. Rappelez-vous combien de précautions il a prises avant de commencer le récit de son Iliade des mots et avec quel soin il a établi le droit de faire des confessions même profitables.
Tel peuple veut des dénouements moraux et tel autre des dénouements consolants. Ainsi, les femmes, par exemple, ne veulent pas que les méchants soient récompensés. On dirait le public de nos théâtres, il ne se trouve qu'à la fin du 5e acte et la catastrophe voulue par la justice qui rétablit l'équilibre normal, ou plutôt utopique, entre toutes les parties. Cette catastrophe équitable, attendue impatiemment pendant que la catastrophe équitable attendue impatiemment pendant 4 longs actes. Bref, je crois que le public n'aime pas les impénitents et qu'il considère volontiers comme des insolents. De Quincey a peut-être pensé de même et il s'est mis en règle si ces pages écrites plus tôt étaient par hasard tombées sous les yeux. J'imagine qu'il aurait daigné complaisamment sourire de ma défiance précoce et motivée. En tout cas, je m'appuie sur son texte, si sincère en toute autre occasion, si pénétrant, et je pourrais déjà annoncer si une certaine 3e prostration devant la noire idole, celui qui implique une 2e, nous aurons à en parler plus tard. Quoi qu'il en soit, voici ce dénouement. Depuis longtemps, l'opium ne faisait plus sentir son empire par des enchantements, mais par des tortures. Et ces tortures, ce qui, parfaitement croyable en accord avec toutes les expériences relatives à la difficulté de rompre les vieilles habitudes de quelque nature qu'elles soient, avait commencé avec les premiers efforts pour se débarrasser de ce tyran journalier. Entre 2 agonies, l'une venant de l'usage continué, l'autre de l'hygiène ininterrompue, l'auteur préféra, nous dit-il, celle qui impliquait une chance de délivrance. Combien prenais-je d'opium à cette époque ? Je ne saurais vous le dire. Car l'opium dont j'usais avait été acheté par un ami qui plus tard ne voulut pas être remboursé, de sorte que je ne puisse pas déterminer quelle quantité j'absorbais dans l'espace d'une année. Je crois néanmoins que j'en prenais très régulièrement et que je variais la dose de 50 à 60 grains à 150 par jour. Mon premier soin fut de la réduire à 40, à 30. Et enfin, aussi souvent, je le pouvais à 12 grains. Il ajoute que parmi différents spécifiques dont il essaya, le seul dont il tira profit fut la teinture ammoniacale de la valériane. Mais à quoi bon ? C'est lui qui parle. Continuer ce récit de la convalescence et de la guérison. À quoi bon ? Le but du livre était de montrer le merveilleux pouvoir de l'opium, soit pour le plaisir, soit pour la douleur, et le livre est donc fini. La morale du récit s'adresse seulement aux mangeurs d'opium. Qu'ils apprennent à trembler et qu'ils cachent par cet exemple extraordinaire que l'on peut, après 17 années d'usage, 8 années d'abus d'opium, renoncer à cette substance. Puissent-ils ajouter le développement plus d'énergie dans leurs efforts et atteindre finalement le même succès. Jérémie Taylor conjoncture qu'il est peut-être aussi douloureux de naître que de mourir. Je crois cela fort probable. Et durant une longue période consacrée aux diminutions de l'opium, j'éprouvais toutes les tortures d'un homme qui passe d'un mode d'existence à un autre. Et nous aurons la suite de ce dénouement dans cette dernière partie de lecture que nous aurons le plaisir de passer ensemble très prochainement, là, tout de suite, maintenant, ou la nuit prochaine, on verra. Suspense, en tout cas, moi, je vous le garde avec moi. On se retrouve entre les émissions sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas donc le hashtag VBN. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. À bientôt.